pas si ça marche. Oui, ça marche. Bonsoir à tous. On va débuter. Les retardataires vont nous rejoindre. Je vais passer le micro à Mathieu Souquier. Je voulais simplement ouvrir la rencontre pour remercier Olivier Mousson, notre hôte, qui me permet de vous accueillir ce soir dans des conditions magnifiques. Et pour ceux qui le savent, c'est également le lieu que nous avons choisi depuis l'an dernier pour organiser la cérémonie du prix du livre. La Tribune, la deuxième édition, se tiendra le 29 mai. Remercier Françoise Benamou, Asma Mala, Michel Vevorka et Laurent Berger qui nous rejoindront tout à l'heure pour débattre un petit peu du livre, mais aussi bien sûr des mots, des sujets que soulève l'essai fiction Mal. Remercier mon cher éditeur Jean Viard qui me fait le plaisir d'être présent ce soir. Remercier Mathieu qui va animer le débat. Mathieu qui a 39 de fièvre depuis 3 jours et qui malgré ça, 10 jours même, 10 jours, et qui malgré ça a tenu absolument à honorer son engagement et je le remercie infiniment. Et bien sûr, remercier vraiment chacun d'entre vous d'être là ce soir. Bonsoir, chère Tatiana. Ma chère directrice générale de la Tribune, qui, comme vous le savez, s'est agrandie un petit peu plus depuis ce week-end, depuis vendredi, avec la reprise de BFM et RMC dans le giron de One Media. Donc voilà, donc je suis vraiment ravi de vous accueillir et je vous remercie infiniment d'être là. Ça me fait immensément plaisir et je passe le micro à Mathieu. J'ai le mien, ça marche. Merci beaucoup. Alors oui, je suis un peu malade, mais je crois que tout Paris est malade ou à peu près depuis quelques semaines. Et puis j'ai pris du Doliprane, donc tout va bien. Et par ailleurs, je suis particulièrement content d'être là. Je remercie chaleureusement Denis de m'avoir demandé d'animer cette petite soirée pour le lancement de son livre. Je le remercie parce que je l'apprécie humainement énormément. On se connaît depuis quelques années et je suis désormais devenu très proche de Denis. Donc ça me touche beaucoup qu'il m'ait demandé ça. Et par ailleurs, ça m'intéressait beaucoup d'être là à cette occasion. Alors pour 2 raisons. On va parler de son livre, on va parler de Mal. Il se trouve que Denis, certains d'entre vous le savent ou le connaissent depuis longtemps, a publié beaucoup d'ouvrages, mais des ouvrages qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la littérature, en tout cas jusqu'à une époque récente. Et en lisant Mal, je me suis fait exactement la même réflexion qu'en lisant son premier roman, Chienne de vie, où j'avais le sentiment que je n'avais plus un journaliste en face de moi, mais bel et bien un écrivain. Et j'espère que vous partagez mon point de vue. Je pense qu'en lisant les livres de Denis, on a entre les mains de vrais livres, c'est-à-dire des œuvres d'un écrivain. Donc Mal est très différent de son précédent roman, on va en parler, mais dans les 2 cas, il y avait ça. Alors, je ne sais pas si je suis le plus grand des littérateurs et le mieux placé pour dire cela, mais c'est d'abord ce qui m'a pris dans la lecture de Mal. Et puis la deuxième dimension sur laquelle je m'appesantirai davantage parce qu'elle correspond à mes lubies en général et à mes préoccupations du moment, et plus que des préoccupations, on parle parfois d'éco-anxiété, je deviens moi-même un peu anxieux en observant en fait la société française et ses dérives. Vous êtes peut-être comme moi en fait frappé de voir que nous glissons, nous dérivons collectivement vers une situation démocratique où il ne surprendrait plus personne que l'extrême droite arrive en France de nouveau au pouvoir. Je ne confonds pas Marine Le Pen et Philippe Pétain, mais il se trouve que l'extrême droite n'a plus été au pouvoir en France depuis précisément la chute du gouvernement de Vichy. Donc je ne dis pas que 80 ans après, c'est la même histoire qui se réécrirait. Je dirais juste que nous sommes une démocratie qui a pour trinité la liberté, l'égalité et la fraternité, qui, si on en croit toutes les enquêtes d'opinion, est prête à se donner dans 3 ans à l'héritière de l'extrême droite. En tout cas, j'ai le sentiment que, quel que soit l'angle par lequel on observe la société française, on la voit avec de moins en moins d'anticorps et de plus en plus de résignation. Et donc, en lisant Mal, de la première à la dernière ligne, j'ai eu peur de voir décrite précisément la situation qui pourrait être la nôtre dans pas si longtemps que cela. Et donc, ma préoccupation à moi est de voir comment, précisément, dans les 3 années qu'il nous reste, qui constituent en fait un temps infiniment court, les uns et les autres peuvent se mobiliser, non pas de façon primaire, non pas de façon frontale, mais de façon un peu plus subtile que nous avons été capables de le faire depuis 30 ou 40 ans pour enfin empêcher que l'extrême droite n'arrive au pouvoir. Car
Ça fait 20 ou 30 ans qu'on se raconte l'histoire du cordon sanitaire ou du barrage, mais depuis 20 ou 30 ans, pour de vrai, on joue à se faire peur. Car jamais jusqu'à présent, l'extrême droite n'avait été en situation d'occuper le pouvoir en France. Là, on voit que les premiers sondages, même si encore une fois, 3 ans avant une élection présidentielle, un sondage n'a aucune valeur prédictive, on voit bien que toutes les forces sociales, toutes les forces économiques, toutes les forces culturelles, intellectuelles, médiatiques s'alignent progressivement pour rendre ce scénario possible. Non pas probable, mais en tout état de cause possible. Il n'a plus rien d'impossible. Donc c'est aussi de cela, je pense, que nous allons parler ce soir. Je ne sais pas si vous partagez cette préoccupation avec moi, mais en tout état de cause, je me dis qu'il nous reste 3 ans pour que le monde des idées, la société civile, la mobilisation sociale, le monde politique, les milieux économiques jouent chacun à leur place un petit rôle pour donner un coup d'épaule dans la porte ou pour partie faire dévier un train qui paraît, à ce stade en tout cas, pouvoir arriver à l'heure pour Marine Le Pen dans 3 ans. Voilà en tout cas moi mon entrée dans le sujet et voilà pourquoi j'ai trouvé la lecture de Mal particulièrement intéressante et en même temps particulièrement glaçante. Alors peut-être que Mal est un des derniers anticorps que nous sommes capables de produire pour nous faire précisément réagir, nous remettre un peu en selle et agir de façon beaucoup plus habile que nous n'avons été capables de le faire jusqu'à présent. Voilà, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais on parle d'un bouquin dont le titre en même temps est Mal. Voilà. Si Denis avait fait un bouquin sur le bien, on se dirait des choses probablement différentes. Denis, voilà pour cette introduction. Une question toute bête en fait. Toi qui étais journaliste, toi qui as publié, je sais pas, quasiment une trentaine de livres ou à peu près en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et dans ta vie pour que tu nous livres un récit aussi prenant, aussi sombre aussi pour un certain nombre de lecteurs avec qui j'en ai parlé, dérangeant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'on arrive à ce type de résultat ? Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, je me suis plongé dans cette écriture pour en faire un pur roman, exclusivement un roman, sur le thème du mal. Et très vite, en fait, ma condition intrinsèque, mais c'est mon sang, hein, ma condition de journaliste, petit à petit, s'est immiscée dans mon écriture. Et assez vite, je me suis retrouvé, bien malgré moi, avec l'envie et même le besoin de prendre une matière, cette matière de réflexion que je cultive depuis longtemps maintenant, depuis 25-30 ans, en tant que journaliste, en tant qu'éditorialiste, en tant qu'enquêteur également. Et donc de m'être confronté depuis toutes ces années à l'extrême droite, à l'exercice du pouvoir, à la relation justement au pouvoir, à toutes ces questions qui sont au cœur finalement du livre, eh bien naturellement ces petits morceaux se sont enchâssés en fait dans mon écriture. Mais vraiment ça s'est fait très naturellement parce que ce livre, je l'écris à une vitesse, j'ose pas dire, mais supersonique en fait. Et alors après, 80% du livre a été écrit. Non pas comme un jet, ça serait très présomptueux de dire ça, mais en tout cas très très vite, et puis après je l'ai complété par des petites bribes. Et finalement, je l'ai écrit à un moment où j'étais, mais c'était pas nouveau, et c'est encore plus présent aujourd'hui je crois, je l'ai écrit à un moment où j'étais dans une forme de porosité vis-à-vis de l'environnement, de tout ce qui nous environne, de tout ce qui fait aujourd'hui notre quotidien, et toutes ces préoccupations politiques, tu l'as évoqué, climatiques, cette relation au pouvoir, cette relation à l'argent, cette relation aux autres, l'incapacité aujourd'hui, la quasi-incapacité de considérer ce qui est notre véritable trésor et qui est la fragilité. Voilà, toutes ces questions-là, les inégalités, certaines bien sûr décroissent, mais des nouvelles surgissent, on en parlait avec Asma tout à l'heure. Voilà, mais tout ça en fait a fait que ce qui était un pur roman est devenu un essai-fiction. Alors, je me tourne vers mon éditeur Jean Viard. En fait, au début, l'Aube, je l'avais présenté d'ailleurs au département littérature qui n'en voulait pas. Et c'est normal parce que ce n'est pas du tout dans la ligne éditoriale du département littérature de l'Aube. Et puis après, Jean l'a lu, il m'a dit « Ok, on fonce ». Et en fait, je ne voulais pas que ce soit un pur essai parce que ce n'est pas un essai. Et donc j'ai écrit essai-fiction, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, mais en tous les cas... C'est quoi du coup un essai-fiction ? Un essai-fiction, c'est une pure fiction au départ, c'est un vrai roman, c'est un pur roman dans lequel justement j'ai placé des bribes de réflexion
qui font de ce roman qu'il devient une matière justement de débat public. Ce livre, je me suis aujourd'hui, plus encore qu'hier, je m'efface totalement derrière ce livre. Je le regarde comme un lecteur, comme un spectateur. Seul le livre compte. Et ce livre, j'ai malheureusement l'horrible prétention, et vous me pardonnerez, mais ceux qui me connaissent savent que j'espère ne pas être comme ça, mais j'ai la prétention de penser que ce livre est un vrai objet de débat public, justement pour les raisons que tu évoquais, par rapport à ces sujets auxquels tu faisais référence. C'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous réunir aussi ce soir, parce que ce livre, il faut qu'il vive, et qu'il vive indépendamment de moi, et parce que je pense qu'il peut participer, même très modestement, à ce débat public. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous verrez, il y a une structure double, une structure binaire, particulièrement prenante, où vous avez deux récits parallèles entre les forces du mal d'un côté et un agent singulier du mal de l'autre. Et donc deux histoires comme ça qui ne se croisent pas en fait, mais qui se font écho. Le mal prend plein de formes très différentes. Quelle est selon toi aujourd'hui, ou quelles sont selon toi les figures du mal qui sont précisément les plus prégnantes, les plus dérangeantes? Quelles sont les figures du mal qui t'ont hanté en écrivant ce livre, Mal? Je crois que les figures du mal qui m'ont le plus hanté sont celles qui sont invisibles, celles qui sont au fond de nous, celles qui sont au fond de moi-même d'ailleurs. Et quand je dis ça, c'est que je me suis surpris parfois à avoir assez peur de la manière dont j'écrivais, justement, dont je sortais ces phrases, certaines avec une facilité qui m'incommodait en fait, qui me mettait presque mal à l'aise. Et je crois que c'est cette introspection qui me permettait de comprendre que ce qui me hante le plus dans les figures du mal sont celles justement qui ne sont pas visibles. Alors bien sûr, il y a la figure de l'extrême droite. J'ai employé volontairement des évocations de noms, j'ai travesti quelques noms, mais de manière suffisamment légère pour qu'on puisse reconnaître, je l'espère, très vite. Et quand je parle de Visante Cupola, on peut penser à Bol, Ré, en fait, ouais, des choses comme ça. Donc je voulais qu'on puisse les comprendre très vite. Et bien sûr, Kevin Darbella, puisqu'on parle de Kevin Darbella qui prend le pouvoir dans le livre, on aurait compris de qui il s'agissait. Mais ce ne sont pas finalement les pires figures à mes yeux. Ce sont ces parties de nous-mêmes en fait qui vont devoir décider dès maintenant et demain quel camp elles choisissent. Comment elles vont s'engager dans le débat public? Comment elles vont s'engager dans cette sauvegarde de la démocratie à laquelle tu faisais référence? Puisque le livre, c'est aussi une manière de montrer comment une démocratie, par la faute de chacun d'entre nous, est capable de dépérir. Donc c'est un petit peu ça, moi, je pense, sur ces fameuses figures du mal. Tout dans le récit m'apparaît extrêmement sombre, et je n'ai vu aucune corde de rappel, d'optimisme ou d'espoir en lisant ces 150 pages. Oui, alors c'est marrant parce que hier soir, je dînais avec des amis et l'un d'eux qui est présent parmi nous me faisait la remarque. Il me disait, mais je ne vous raconte pas bien sûr le livre, simplement il y a 3 parties, il y a une partie, voilà, et après il y a un procès et enfin il y a un épilogue. Et jusque dans les dernières phrases de l'épilogue, je me suis retrouvé dans l'incapacité de trouver cette fameuse corde de rappel à laquelle tu fais référence. Je n'en avais pas envie. Et je n'en avais pas envie parce que je voulais justement que, pour qu'on comprenne l'intérêt de cette matière, les enjeux véritables de cette matière, il fallait qu'on reste enfermé dans cette matière. Je vais prendre une métaphore qui m'est venue tout à l'heure. Parce que ce soir, comme vous le savez sans doute, c'est la révélation du palmarès 2024 du guide Michelin, du guide rouge. Et ceux qui me connaissent savent combien la bouffe, la grande bouffe sont importantes dans ma vie et dans mon cœur. Et j'avais cette métaphore, vous savez, ces plats qu'on ne voit plus aujourd'hui, mais il y a encore quelques années, qui étaient sous cloche. Et je me suis dit à un moment, et c'est sous la cloche qu'on retrouve que sont concentrés tous les parfums, toutes les saveurs. Et lorsqu'on ouvre la cloche, ces parfums s'échappent. Et on aimerait, moi j'aurais aimé parfois être une petite tête qui était nichée à l'intérieur de la cloche et qui pouvait comme ça humer toutes les saveurs. Et en fait, je me suis fait cette même remarque à propos du livre. Je voulais que le lecteur reste sous cloche jusqu'au dernier mot. Parce que c'était à mes yeux la condition
pour qu'il prenne vraiment conscience des biais réflexifs que j'avais voulu partager avec lui, justement sur l'état de notre civilisation, sur l'état de notre époque. Donc je n'ai pas voulu donner cette lumière, cette capacité d'espérance. J'ai voulu qu'on reste comme ça, enfermé, encagé. C'est un mot que j'ai utilisé d'ailleurs dans le livre, parce que je me retrouve moi-même encore aujourd'hui, objectivement, quasiment, mais chaque jour, j'ai des témoignages qui me rappellent combien ce que j'ai écrit est d'actualité, et je n'arrive pas à en sortir d'ailleurs. C'est un problème. Il va falloir que j'y parvienne, parce que oui, c'est le terme d'être encagé dans son livre et dans son témoignage. Alors effectivement, j'imagine que ceux qui l'ont lu partagent mon point de vue. C'est un livre sombre, même très sombre, assez dur à lire, du coup. Enfin, dur, il n'y a pas de difficulté dans l'exercice de la lecture, mais voilà, c'est une lecture assurément plombante. Est-ce que c'est dur à écrire? Est-ce qu'un texte aussi dur à lire est un texte qu'il est difficile d'écrire? Pas du tout. Et je vous dis, ce que j'évoquais, mais j'ai pas été assez clair, je crois. Ouais, c'était pas du tout difficile à écrire. Mon premier roman, j'ai eu un peu plus de difficultés, mais là, j'ai même par exemple, l'épilogue qui devient presque irrespirable. Je l'ai écrit avec une facilité qui m'a ému, mais dans le sens assez inconfortable. Il y a la rapidité, mais la rapidité est une chose, mais dans la difficulté, il y a y compris le fait de se sentir parfois un peu sali par les choses sombres, extrêmement sombres, glauques qu'on écrit. C'est ce qui m'a dérangé le plus. Mais c'est vrai, ça m'a objectivement dérangé, ça me dérange encore aujourd'hui. Mais je crois que ce qui était plus important que ce que j'étais capable ou pas capable d'écrire, c'était l'objet de ce livre, c'était le but de ce livre, d'en faire un livre, oui, de débat public, un livre politique, un livre citoyen, un livre aussi qui nous questionne sur la responsabilité, sur la volonté ou la capacité que nous avons ou que nous n'avons pas à nous déterminer face au péril que tu évoquais. Et j'avais envie, alors c'est extrêmement présomptueux, mais j'ai eu parfois le goût, l'espoir, l'espérance que les lecteurs se disent ben toi, là, face à ça, je ne peux pas rester insensible. C'est un livre de débat public, c'est davantage presque un livre de débat intérieur que j'ai voulu écrire, pour que chacun se retrouve presque face à ses responsabilités. Moi-même, je suis bien incapable de prendre toutes mes responsabilités, je suis tout sauf un chevalier blanc, croyez-moi. Mais peut-être qu'en écrivant, je me suis aussi obligé à aller un petit peu plus loin dans les arbitrages que je dois faire. Alors, il y a effectivement le mal, enfin en tout cas, quand on lit ton livre, on comprend qu'il y a le mal qu'on a chacun au fond de nous, il y a le mal qu'une société a aussi au fond d'elle-même, et qui peuvent conduire ou un individu ou un corps collectif précisément à agir dans le sens du pire. Encore une fois, pourquoi avoir focalisé sur cette notion de mal et quels sont tous les fils du mal que tu as tirés? Moi, j'ai trouvé particulièrement intéressante la réflexion sur le mal inné ou le mal acquis, mais pourquoi avoir voulu absolument tourner autour de toutes ces questions? Parce que, alors, sans apporter la moindre réponse, d'abord parce que je n'en ai pas les compétences, c'est évident, je n'en ai pas le rôle non plus, je ne suis qu'un écrivain en l'occurrence et un journaliste par définition est un passeur et rien d'autre. Je ne suis pas comme toi expert dans certains domaines, absolument pas. Donc j'ai voulu travailler cette ambivalence du mal, ces deux facettes du mal, pour montrer que à un moment, on a, je trouve, moi, de manière très excessive, la tentation de nous obliger à être responsables de tout. Or, c'est ma conviction, je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs exogènes qui peuvent commencer avec l'éducation, bien sûr, un certain nombre de facteurs exogènes qui vont nous entraîner à perpétrer un mal sans que nous en soyons peut-être, c'est une question que je pose, sans que nous en soyons peut-être les seuls responsables. Est-on seul coupable du mal que l'on commet dès lors que justement l'époque nous envahit, nous submerge de tellement de mots MAUX, de tellement d'épreuves. Et donc c'est ce parallélisme en fait, et ce qu'il y a de magique avec l'écriture d'un roman, contrairement à l'écriture des essais, c'est que quand j'écris un essai, j'ai l'obligation d'être extrêmement rigoureux, d'être extrêmement factuel. Je me retrouve, en fait, je suis ce que j'écris. Le roman, là, c'est très différent. On se donne une liberté.
Et dans cette liberté, je me suis découvert en fait une capacité à écrire, à développer des idées que j'étais bien incapable d'avoir quelques instants plus tôt. Et la mécanique des doigts sur le clavier, porté par cette dynamique justement, je sentais qu'il y avait quelque chose, je n'arrivais pas forcément à le formuler, et c'est comme ça que j'ai progressé dans cette écriture et cette mise en perspective des deux mots. Mais j'étais incapable d'imaginer au début de l'écriture que j'arriverais, même pas bien sûr à cette conclusion, mais même à cette structuration, à ce procès, qui est, je pense, un moment clé du livre, et puis à cette perspective des deux mots, des deux manières d'exercer le mal. Tu dis que tu as du mal à te sortir de ce livre, et que tout dans l'actualité ou le contexte t'y ramène, ou en tout cas t'y ramène très régulièrement. Qu'est-ce qui donc te semble t'y ramener très régulièrement et quasi quotidiennement, et vois-tu par ailleurs des choses qui t'en éloignent? Si les cordes de rappel n'existent pas dans ton livre, y a-t-il quand même dans la réalité des cordes de rappel qui donnent quelques raisons d'espérer? Oui. Alors, celle d'abord qui me ramène au quotidien, l'absence de débat, l'impossibilité de débattre, l'impossibilité de dialoguer, le bruit permanent, l'antagonisation de la société, cette multiple fracturation de la société. Et puis des moments clés, les européennes, la guerre bien sûr à l'Est, le Proche-Orient et partout les instabilités. La grande préoccupation du climat, et puis le 5 novembre. Moi, j'ai l'œil rivé, ma conscience rivée sur le 5 novembre au matin, quand nous découvrirons le visage du nouveau président des États-Unis. Et ça, j'ai un souvenir précis parce que le 4 novembre 2016, je me levais le matin très tôt, vers 4h30, pour préparer une journée de grand débat que j'organisais au CNAM. Et j'ouvrais cette journée avec Edgar Morin, et on était tous dans un état de sidération absolue. Et je me dis que cette année, quand même, cette conjonction d'événements, c'est difficile d'en sortir. Alors comment en sortir ? Eh bien, je m'en sors de manière très lâche. C'est-à-dire, je m'en sors par la lecture, je m'en sors par la musique, je m'en sors par la peinture, je m'en sors par cette capacité de m'évader dans ce qui est un plaisir extrêmement personnel, extrêmement intime finalement. Voilà. Et puis les amis, et puis la famille, et puis mes enfants, mon épouse, enfin voilà, avec tous ceux qui font mon environnement, mais c'est finalement assez égoïste. Hein. Ces cordes auxquelles je me raccroche sont finalement les plus simples, mais peut-être les plus essentielles aussi. C'est pour ça que ce livre compte tant à mes yeux, parce que je le crois utile. Cette notion d'utilité, chez moi, est aussi très, très ancrée, très, très prégnante. Comment a été reçu le livre, du coup ? Quelles sont les réactions de tes proches ou de tes moins proches, ceux en tout cas qui l'ont eu en main et qui t'ont gentiment ou moins gentiment fait un retour quant à la lecture qu'ils en ont faite ? Il y a eu des retours assez partagés, bien sûr, et heureusement d'ailleurs. De la part de... Non, absolument pas. Et au contraire, j'en suis ravi. J'en suis ravi. De la part de mes proches, peut-être aussi cette question de se dire, mais c'est pas évident de vivre avec quelqu'un qui peut-être est allé assez loin dans cette investigation en fait. Si ça avait été un essai, ça aurait été très différent. Mais de se dire que son imaginaire a pu l'emmener aussi loin dans l'exploration du mal, c'est pas forcément très évident. Je sens, et c'est pour ça que je me bats jusqu'au bout pour ce livre, je sens qu'il peut être vraiment un objet dès lors qu'il sera partagé, qu'il sera diffusé, qu'il sera relayé. Voilà. Et ça, je veux me battre pour ça. Quelqu'un me disait, alors je ne sais pas comment il faut le prendre, ça. Il me parlait d'un livre testamentaire. Alors j'espère qu'il ne parlait pas forcément de moi, voilà, qu'il ne parlait pas non plus de la société hein, et de notre époque, sinon ça veut dire que dans quelques temps on ne sera plus là pour en parler entre nous. Mais voilà, je pense qu'il y avait quand même, dans l'idée du testament, il y a aussi la découverte d'un produit, de mots, de phrases, d'idées
à partir desquels on peut essayer de construire autre chose. Et de se retrouver, comme tu le disais très bien dans ton introduction, de répondre à la question « Comment puis-je me rendre utile dans les combats, finalement, dans les luttes que j'évoque ou que je suggère dans le livre ?» C'est aussi un argument de vente, le livre Testament. C'est un bon argument de vente. Peut-être. En tout cas, il reste quelques piles de bouquins à acheter. Est-ce qu'il y a eu des réactions dérangées aussi ? C'est-à-dire est-ce que tu as senti que la lecture de ton livre avait dérangé certaines personnes sans même que tu t'y attendes ? Ou quelle est la coloration des réactions que tu as reçues et même, je dirais, en amont, même quand tu as cherché un éditeur, enfin, je ne sais pas si tu as cherché à faire des infidélités à l'eau ou pas, enfin, en tout cas dans une vie d'auteur et dans tes interactions avec des éditeurs à partir de ce manuscrit, comment est-ce qu'un projet comme celui-ci peut être reçu ? Parce qu'il est très singulier. Alors, il est singulier lorsque l'Aube, donc la littérature de l'Aube ne l'a pas retenu, forcément je suis allé chercher d'autres éditeurs. Avec certains, je ne les citerai pas, hein, avec deux d'entre eux, les démarches sont allées très loin. Et puis, à chaque fois, il m'était demandé de revoir certaines parties du livre. Alors, je peux parfaitement le concevoir, hein, sur la forme, sur des moments... Ah, tout à fait d'accord. Mais ce qu'on me demandait, ce à quoi on me demandait de renoncer, était à mes yeux impossible. C'était même inqualifiable. Je ne pouvais pas imaginer, même pour rentrer dans une très grande maison, que je ne citerai pas, j'étais absolument incapable d'accepter cette résignation, ce renoncement. C'était pas possible. Ce livre, je l'ai écrit aussi comme pour me persuader que je pouvais être un résistant. Et à partir de là, j'avais l'obligation d'aller jusqu'au bout de mon acte, quitte à ce que ce livre attende encore des mois et des mois avant de trouver un éditeur. Mais donc, je n'étais pas du tout capable d'accepter ce que les maisons m'avaient demandé. M'autorise du coup à faire venir bien Michel, sûr, Françoise, bien sûr. Asma. Et pendant Laurent. qu'ils viennent, j'aimerais partager avec vous un très court passage du livre, parce que je pense qu'il peut... il va vous éclairer un petit peu sur ce qu'on vient de dire et sur ce que nous allons évoquer maintenant. C'est le mal qui s'exprime. C'est un mal incréé, ça veut dire qu'il existe, ça veut dire mais qu'on ne le voit pas. Et le mal, voilà ce qu'il dit. Il dit, voilà, il faut compter maintenant sur une complicité fortuite et miraculeuse, l'avènement de Kevin Darbella. Je vous la raconte, ou plutôt je vous rapporte la lettre qu'un écrivain est parvenu à publier dans un obscur opuscule clandestin. Je le cite. « Kevin Darbella est arrivé au pouvoir sans coup d'État, un jour de printemps. La démocratie et le peuple l'ont désigné, sans révolution donc, mais aussi sans surprise. Dans les années qui précédaient le scrutin, la population dans sa majorité riait d'une telle hypothèse. C'est impossible, voyons. Les mois s'étaient ensuite écoulés, rapprochant les citoyens de l'échéance électorale. Moqueries et diatribes s'étaient peu à peu dissipées. Un grand voile avait drapé les consciences. Au gré des situations, ce voile était de certitude, de neutralité, de couardise et de sympathie de moins en moins dissimulée pour le candidat. Darbella est parvenu au pouvoir suprême à la faveur d'un travail de sape presque invisible, dilué dans le bruit du quotidien, qu'il a accompli grâce à une conjonction de circonstances qui ne doit rien au hasard. Des médias, en premier lieu ceux du machiavélien Visante Cupola, ont dédiabolisé puis institutionnalisé sa doctrine. Leur œuvre a bénéficié des activités d'une petite armée de génies informaticiens aux commandes de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, profitant de l'absence de régulation pour répandre fake news et deepfake, pour développer des algorithmes aliénateurs. Cette collusion fanatique a inséminé dans les consciences les bons arguments, réels ou fantasmés, du venin réactionnaire, ultra-conservateur, raciste. Et tout ça avec talent et sans grande difficulté. Il est plus facile d'exciter, de radicaliser les esprits que de les apaiser ou de les réconcilier. Ainsi normalisée, l'idéologie de Darbella est passée d'inacceptable à audible, puis à respectable. Elle a sournoisement colonisé les consciences, même les plus critiques, les plus éclairées d'entre elles, celles qui se croyaient immunisées contre ce qu'elle qualifiait de vermine, se sont laissées chloroformer. Dans le même temps, ces opposants politiques ont commencé de moins en moins s'opposer, par paresse ou pleutrerie, par suffisance ou calcul électoraliste.
Ils ont baissé la garde, puis bien qu'ils s'en défendent aujourd'hui, ont déposé les armes. Naguère, ils vociféraient sans relâche. Ensuite, au fur et à mesure que les relais médiatiques et technologiques ont fondu dans la doxa extrémiste et ont fait tituber les convictions originelles d'un nombre d'électeurs chaque jour plus élevé, ils ont crié moins fort, moins longtemps, moins convaincus. Leur duplicité a entaillé puis a éventré la muraille qu'on pensait infranchissable, cette muraille qu'ils avaient érigée depuis des décennies au nom d'une solidarité humaniste grandiloquente mais efficace. L'insidieuse abdication s'est insinuée dans toutes les strates de la société, les oppositions syndicales. L'intégrité des organismes indépendants se sont elles aussi délayées. L'exercice du pouvoir politique est ultra-verticalisé, celui des citoyens est, croit-il, ultra-horizontalisé. Cette asymétrie déjoue la volonté de s'unir et toute contestation collective. La société est morcelée en petits groupes sociaux endogames, étanches les uns aux autres et dans lesquels l'expression extrême de l'individualisme s'imbrique à une soumission extrême aux propriétés du groupe. Et je finis. L'araignée a tissé sa toile avec patience, avec méthode, elle a jonglé avec les lâchetés, les aveuglements, les rivalités. La résignation a suppléé la protestation, le son du silence a muselé celui de la colère. Les esprits émancipés ont fondu dans la domestication, les oppositions se sont enquistées et se sont tournées vers l'adaptation. L'œuvre maléfique de Darbella a encagé les consciences. Plus aucun débat n'est possible, aucune conversation n'échappe à l'incendie. Tout est inflammable, tout devient irrespirable, tout semble se faire de soi-même selon un processus naturel et irrésistible. Je suffoque. Voilà, ce passage qui, à mes yeux, est un peu un tournant, une bascule justement dans le roman et qui fait passer le roman vers l'essai. Voilà. Ça va être à vous. Je fais semblant de vous présenter, mais on vous connaît. Michel Viviorca, un de nos plus grands sociologues, qui par ailleurs a beaucoup travaillé sur la question de l'antisémitisme, de l'extrême droite, et de certaines formes du mal. Françoise Benamou, une de nos grandes économistes, présidente du Cercle des économistes. Asma Mala, notre plus grande spécialiste du moment sur tout ce qui est nouvelles technologies et intelligence artificielle, et avec un livre qui vient de paraître, Technopolitique, c'est au Seuil, je ne dis pas de bêtises, ça, c'est au Seuil. Et Laurent Berger, vous êtes banquier, hein, je crois, c'est ça, hein, ouais, je vous taquine. Mais après avoir été un de nos grands syndicalistes, vous occupez d'éminentes fonctions au Crédit Mutuel, désormais. Cher Laurent, nous sommes ravis de vous avoir. Qui commence ? Françoise ? Françoise, vous vous dévouez ? Françoise, vous vous dévouez, c'est vous qui commencez ? Ou Asma, comme vous voulez. Je peux dire un mot. Bonjour à tous. Bonsoir plutôt. C'est drôle, un des passages que j'avais relevé en me disant j'avais envie d'en discuter, c'était justement celui que vous avez choisi pour le lire. Parce que ce qui m'a frappé dans ce passage, c'est l'abdication de tous, et notamment des élites, et aussi des élites culturelles qui tous arrivent finalement et courent après la victoire. Et cette inquiétude qu'on a tous, évidemment, c'est celle-là. Et dans ce qui se passe dans cette série d'abdications, l'intelligence artificielle joue un rôle important, vous allez peut-être y revenir, mais moi ce qui m'a frappé, c'est la manière dont vous en parlez un petit peu plus loin, et où vous écrivez « il est trop tard ». Il est trop tard, ça y est, il y a quelques groupes, quelques grands industriels qui ont pris la chose en main, et donc dans cette parabole justement du bien et du mal, du poison et du remède, la parabole d'Ésope, eh bien, ce que fait le numérique à la société, on est du côté définitivement du mal. Alors j'avais envie de vous entendre là-dessus. Puis il y a un deuxième point que j'ai relevé, parce qu'il y a tellement de choses dans ce livre, mais c'est sur la philanthropie, parce que je me suis dit, spontanément, on dit la philanthropie, c'est plutôt le côté du bien. Et alors il y a Arnaud Bernhardt, c'est bien ça, hein, et qui ouvre de grands musées avec beaucoup de gens, et qui ça rend heureux beaucoup de gens d'aller visiter ces musées, et puis en même temps une critique violente, hein, et ça m'a rappelé une phrase de Roosevelt qui disait « La dépense des plus riches en bienfaisance ne saurait compenser l'inconduite qui les a conduits à pareille richesse. » Voilà. Je n'ai rien à ajouter à une telle
à une telle synthèse. Effectivement, c'est à mes yeux une belle définition du philanthrocapitalisme. Je me souviens lorsque Arnaud Bernhardt avait créé sa fondation. C'était un mois avant l'inauguration, et j'avais publié une grande tribune, justement mettant en lumière ce mécanisme, en fait, assez diabolique. C'est pas... Il n'y a pas de conséquences dramatiques, mais quand je dis diabolique, c'est extrêmement bien pensé, qui lie l'intérêt fiscal, l'intérêt économique, l'intérêt marketing, l'intérêt des marques, bien sûr, dont il est le président. Et cette tribune était sortie, et on était deux, visiblement, à, entre guillemets, quand je dis oser, on n'a aucun mérite, c'est un confrère du Monde, que je ne connais pas, mais j'avais découvert sa tribune après, à mettre en lumière justement ce que cette fondation, ce que ce musée extraordinaire ce qu'allait être son rôle véritable, ou en tout cas son rôle souterrain. Et mon confrère du Monde s'est retrouvé en fait, avec cette tribune, et moi de mon côté, et on se disait mais c'est pas possible, on est seul à penser comme ça. Et je m'en suis sans doute souvenu quand j'ai écrit mal, quand j'ai voulu raconter ce passage, parce que ça m'avait frappé en fait, et de voir surtout l'aveuglement d'une grande partie des gens qui trouvaient ce lieu extraordinaire, qui trouvaient cet homme munificent, c'est-à-dire capable de faire de grandeur d'âme pour donner comme ça, pour se donner, pour investir au profit de l'art. Voilà, j'avais simplement essayé de trouver des biais un petit peu parallèles. C'est ça. Pardon. Et sur le « ils ont gagné » ils ont gagné, oui. C'est peut-être mon côté un peu pessimiste, hein, je ne sais pas. J'aimerais me dire qu'ils ont perdu, mais peut-être qu'ils perdront un jour, je ne sais pas. Bonsoir à tous, à toutes, et merci beaucoup Denis pour C'est moi qui vous remercie de venir. Je rebondirai peut-être du coup sur le premier point que vous évoquiez, mais avant ça, alors je ne sais pas si on est très timé, j'ai la fâcheuse tendance à faire des tunnels, donc il ne faut vraiment pas hésiter à vraiment m'arrêter. Ferme-la. Et non, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu disais, Denis, en répondant à l'une des questions de Mathieu, qui était la facilité avec laquelle tu avais écrit en fait les passages les plus violents. Et quand moi je l'avais lu, on s'en était parlé, je t'en avais parlé, et ça m'avait vraiment évoqué et fait penser à la scène finale, dans ce niveau de violence-là, qui devient tripale et qui n'est plus du tout intellectuel, de Pasolini et de Salo, qui en fait devient une scène d'une telle violence que ça en devient difficilement supportable, soit à regarder, soit à lire. Et la facilité avec laquelle tu as pu écrire ça, qui a pu peut-être même, ce que tu disais, t'effrayer ou interpeller ton entourage, est intéressante parce que d'une certaine façon, tu deviens ton propre objet, et d'études même peut-être. Et c'est peut-être... on est tous Denis. Nous sommes tous Denis en train d'écrire avec cette facilité déconcertante, cette pulsion de violence, et en fait cette pulsion de mort. Et ce qui est en train de se jouer peut-être en ce moment, pile là où on est, à ce moment-là de l'histoire, 2024, avec des échéances électorales dans 3 ans, et avec toute cette histoire récente qu'on traîne finalement avec nous, c'est quelque chose de très classique, au fond, d'irrésolu toujours, c'est Eros, c'est Thanatos, et c'est de se demander lequel va gagner. Alors, à la question de est-ce que tout est foutu, moi je dis pile l'inverse, c'est que rien n'est fichu dès l'instant où on conscientise ça et qu'on finisse par comprendre quels sont nos ressorts. Et il y a quelque chose de l'articulation du collectif et de l'individuel qui est absolument fondamental à réconcilier. Et ce qui donc me fait atterrir sur votre question qui est éminemment importante, le rôle finalement de la technologie, mais pas la technologie comme totem, c'est les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle générative, ce continuum, non pas simplement de faux, de désinformation industrialisée, mais surtout ce que ça flatte comme pulsion de mort.
Et précisément, il se trouve que les modèles économiques qui sont, disons, sous-jacents à tous ces outils-là, mais aussi les modèles idéologiques qui sont sous-jacents à ces outils-là, c'est bien cette imbrication d'idéologie et de modèles économiques et de modèles d'affaires qu'il faut comprendre dans leur système et dans leur entièreté, flattent précisément ces pulsions-là, la colère, la polarisation, la brutalisation, la haine, toutes nos passions tristes, en fait, pour une raison assez simple, ou pour deux raisons assez simples. La première, c'est que ce sont les contenus qui font que vous allez rester captif, et donc vous allez produire de la donnée, et donc derrière de la valeur pour ces plateformes-là. Et puis ensuite, parce qu'il y a des agendas. Quand Elon Musk rachète, par exemple, X Twitter, qui est en fait un espace d'influence transfrontalier, il y a un agenda politique derrière. Vous avez aujourd'hui une partie de l'élite technologique internationale mondiale, qui est aujourd'hui à la Silicon Valley, et qui commence à se rapprocher, avoir beaucoup de points de convergence avec l'alt-right américaine, sur d'ailleurs tout un tas de batailles culturelles. La question du wokisme ou de l'anti-wokisme qui serait intégré dans ces outils d'intelligence artificielle. Et à tel point qu'ils appellent ça, pour une partie d'entre eux, le anti-woke capital. Et qui participe d'une bataille culturelle interne aux États-Unis, mais qui en fait va avoir des répercussions directes chez nous, puisque un Elon Musk ou un Peter Thiel, Elon Musk jure ses grands dieux qu'il ne finance pas Donald Trump, mais ça va nous impacter directement. Tu parlais du 5 novembre matin. Ça va nous impacter directement. Ou un Peter Thiel qui finance, lui, beaucoup plus directement ces candidats-là de l'alt-right, mais aussi leurs plateformes, comme Rumble, eh bien, pose aussi dans l'agenda aujourd'hui américain, donc en termes de politique domestique américaine, la question de l'isolationnisme, la question du America First, de Make America Great Again, du repli sur soi et d'une forme d'indifférence à ce qui se passe dans le monde, avec évidemment les deux grands pôles, pour eux, qui sont l'Ukraine, dont il faudrait évidemment, selon eux, se désengager totalement, et puis la question de Taïwan. Et ce n'est pas neutre de se dire que tout d'un coup, ceux qui conçoivent ces technologies de la viralité et des contenus, donc de l'information, de son corollaire, la désinformation, des ingérences, tout ça converge dans une espèce de magma complètement enchevêtré, en fait, a un impact absolument direct chez nous, et que notre seule réponse n'est que réglementaire. Et que donc, et par définition, elle arrive trop tard. Donc on a un enjeu évidemment de quoi, et je terminerai peut-être là-dessus, de repolitiser ces questions-là. Parce qu'en fait, ce qu'elles ont participé à faire, parce qu'elles sont enfants de leur époque, c'est qu'elles ont dépolitisé la consommation que l'on peut avoir de l'ensemble de ces outils-là. On les consomme. Il ne faut plus les consommer, il faut les percevoir comme des armes cognitives, des armes de guerre informationnelle. Et donc, de ce point de vue-là, réarmer cette question-là. Et surtout, ce n'est pas un armement au sens premier du terme, mais c'est un armement cognitif, c'est une compréhension, c'est une décélération, c'est un temps froid, c'est se prendre aussi à distance, nous-mêmes, dans nos usages. Et donc, ça appelle à la reconstruction peut-être d'une société politique, non pas une société civile, qui a été un terme totalement galvaudé, mais une société politique avec un grand P pour un nouveau siècle politique. Merci. Bon, d'abord, je voudrais, sans déflorer du tout ce livre, dire que la fin n'est pas du tout ce que j'entends ce soir. Il y a de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, mais j'en dis pas plus. Mais enfin, quand même. Bon, vous verrez en le lisant. J'ai oublié de vous saluer, je le fais maintenant, bien sûr. Voilà, donc c'est la première chose que je voudrais dire. La fin est, me semble-t-il, à du souffle même. Ensuite, je voudrais dire, en venant ici, je réfléchissais, je mettais de l'ordre dans mes idées, puis brusquement, ça m'a sauté comme ça à l'esprit. Je passe devant le Café de Flore, les Deux Magots, dans ce coin-là, et je pense à Sartre. Et je me dis, on est un peu chez Sartre, non pas que tu épouses les thèses sartriennes, mais enfin ces grandes questions sur la responsabilité, la liberté. Et donc je trouve que c'est très sain que tu relances ce genre de débat et qui est un petit peu, me semble-t-il, dans l'air du temps, avec ce qui vient d'être évoqué aussi, les questions éthiques. Je pense que jamais les questions éthiques n'ont été aussi proches et en même temps aussi différentes des questions politiques.
L'éthique, on le voit sans arrêt. On nous parle par exemple de la Convention sur la fin de vie, d'une loi sur l'euthanasie, etc. Il y a des discussions de ce genre. Et on voit très bien que l'épuisement du politique, certains essaient de le dépasser en quelque sorte en mettant en avant des préoccupations éthiques. Et donc je pense que dans ton livre, ça apparaît. Et puis je continue à gamberger et un autre nom m'a sauté à l'esprit parce que je voudrais parler du livre, moi, et des personnages du livre et de ce qui se passe dans le livre. Et l'autre nom qui m'est venu à l'esprit, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec sa philosophie, ou très très indirectement, c'est le nom d'Althusser. Et je voudrais dire pourquoi. Là aussi, je ne voudrais pas déflorer trop le livre de Denis, mais enfin, le personnage qui est saisi par le mal, on ne sait pas trop comment lui-même voit la chose. Et je me suis souvenu, en y réfléchissant, à Althusser, ce philosophe qui a assassiné sa femme il y a 35 ans à peu près, ou 40 ans. Et ça a été dit ensuite, son drame, après, en plus d'avoir commis un crime, c'est de ne pas être jugé. Il aurait voulu être tenu pour responsable de son crime. Or, ce qui a été dit, c'est un malade mental, ça relève de la psychiatrie, donc il n'était pas responsable. Et donc je trouve que ton livre pose ce genre de questions et j'aurais aimé que le personnage se pose lui aussi ce genre de questions et il ne se les pose pas. D'où peut-être ma troisième remarque, ce n'est pas des questions, c'est que c'est un drôle de livre, je trouve, parce qu'il y a d'un côté les forces du mal et de l'autre côté ce personnage qui est pénétré par elle, mais le mal qui le pénètre, on ne sait pas trop si c'est pas pathologique, si c'est pas biologique, si ça n'a pas rien à voir, si je peux dire, avec sa conscience et sa responsabilité. Mais quand on regarde les forces du mal, elles ont quelque chose de troublant et il faudra peut-être que tu m'expliques mieux. À certains moments, c'est la société, c'est le système. Les forces du mal sont dans la société et en œuvre et on vient d'en avoir quelques échos. Mais à d'autres moments, on a une sorte de deus ex machina et je pense que le graphiste qui a fait ce dessin ici, c'est un petit peu ce qu'il avait en tête. Il y a quand même cette chose, je ne sais pas comment la nommer, toi-même tu ne la nommes pas vraiment, je trouve, qui tire les ficelles. Alors là, j'aimerais que tu t'expliques un peu comment tu vois tout ça. Est-ce que c'est la société, le système, des acteurs constitués, etc. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est au-delà donc de ce qui est en jeu dans la société, de la même façon que dans les horreurs que commet ton personnage principal, il y a quelque chose qui est au-delà de sa conscience et de sa responsabilité. Voilà, c'est un peu le genre de questions qui m'a inspiré ton livre. Merci Michel, merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais réussir à apporter une réponse qui tient la route. Ce personnage, effectivement, Alexandre, il est volontairement très flou. En fait, j'ai voulu en faire un personnage, non pas transparent, parce qu'il n'est pas du tout transparent, mais un personnage neutre, assez neutre, c'est-à-dire un personnage en lequel chacun ou presque puisse s'identifier, chacun puisse se dire Alexandre, ça peut être moi. Donc ça, c'était vraiment, et je me suis tenu à ça. Là aussi, des éditeurs m'ont demandé de travailler beaucoup plus la personnalité, l'épaisseur, le contenu de cet homme, et j'ai refusé. Parce que je considérais que s'il y avait, j'aime pas le terme de message, hors de ça, mais s'il y avait quelque chose à partager avec le lecteur, c'était justement qu'il puisse s'approprier ce personnage. Donc ça, c'est la première réponse. Quant à l'imbrication des mots, ce mal inné, ce mal acquis, le mal de la société, je crois que fondamentalement, et peut-être qu'on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure avec Mathieu, mais je ne suis pas certain d'avoir été clair dans ma réponse, je crois que fondamentalement, ce que j'ai voulu creuser, c'est de nous mettre face à nos responsabilités. C'est un livre, je le disais, de résistance, face à nos responsabilités. Que sommes-nous capables de faire ou de ne pas faire? Et donc, la société d'Arbella, le technologisme, tout ce que j'évoque, cette relation au pouvoir, moi, le sujet de la relation au pouvoir me passionne depuis 30 ans. Toutes les enquêtes que j'ai pu faire dans le monde économique, dans le monde de l'entreprise, cette relation au pouvoir qu'exercent des hommes politiques comme des chefs d'entreprise, ou même des gens qui exercent des jobs beaucoup moins prestigieux, on va dire, mais qui ont la capacité d'exercer un pouvoir maléfique autour d'eux. Tout ça m'a toujours passionné. Et c'est ça que j'ai voulu, en fait, je crois, explorer le plus,
pour qu'on se dise, face à ça, qu'est-ce que je suis capable de faire ou de ne pas faire. Et donc, Darbella, c'est presque un prétexte. Ce capitalisme non régulé, ce capitalisme qui provoque justement, qui nourrit le mal, ce technologisme aussi, l'anthropocentrisme dont on est tous plus ou moins victimes, tout ça c'est presque un prétexte pour que le lecteur se dise mais comment je vais agir pendant ces 3 ans jusqu'en 2000. J'ai une obsession, c'est 2027, je pense que vous l'aurez compris, mais je ne l'ai pas évoqué, mais j'ai une obsession qui est 2027. Et au-delà et à travers ça, justement, les mois, les semaines, les années qui vont nous y mener, et puis après, et l'au-delà. Parce que vous avez aussi parfaitement raison de dire, il faut construire derrière. Mais pour construire derrière, il faut peut-être se battre avant. Et comment se battre? On l'évoquait, Asma, tout à l'heure. Comment, dans le champ politique, au sens bien sûr noble du terme, comment chacun d'entre nous peut et doit se déterminer ou ne pas se déterminer. On peut se résigner, on peut fermer les yeux, on peut abdiquer. Et je n'en voudrais, moi, jamais à quiconque d'abdiquer, parce que moi-même, dans plein de domaines, j'ai renoncé. Et donc c'est pour ça que je suis tout sauf un exemple. Mais au moins, si ce livre peut aider à se poser les bonnes questions, je pense que c'est un petit peu ça que j'ai souhaité justement traiter. Bonsoir, merci de l'invitation. Moi, Denis m'a passé les épreuves de son livre, ce n'était pas encore un livre, pendant le premier semestre 2023, qui était particulièrement agité pour le responsable syndical que j'étais. Et moi, j'ai une petite discipline personnelle de lire des livres sérieux la semaine et plutôt de lire des romans qui sont très sérieux ou de la poésie le week-end. Et là, je ne savais pas quand est-ce qu'il fallait le lire. Donc, j'ai un peu traîné. Et j'avoue, quand je l'ai lu, ça ne m'a pas aidé à passer un semestre plus facile. Mais je le dis, c'est un coup à l'estomac. C'est un livre pessimiste, il faut le dire. Alors, avec des personnages dont il ne faut pas avoir fait beaucoup de recherches pour savoir de qui on parle. Donc, c'est un livre qui ne fait pas plonger dedans comme quand on plonge dans un roman classique et on abandonne une part de... c'est pas de sa raison, mais une part de la réalité du moment pour plonger dans celle de l'auteur. Ce livre, il est, notamment quand on est engagé, il est à la fois un roman, mais il est un peu plus qu'un roman. Alors, je ne sais pas si essai fiction, c'est le bon terme, mais il ne fait pas forcément partir ailleurs, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, moi, je crois quand même que... alors, c'est bizarre que tu n'aimes pas dire que t'aimes pas le mot message, parce que finalement, c'est bourré de messages, ce livre. Mais on peut le prendre de 2 manières. On peut le prendre, c'est foutu. Et ça, ce serait dramatique, parce que si tu veux en faire un objet du débat public, c'est dramatique. Ou on peut le prendre en disant, c'est quoi la responsabilité et individuelle et collective? Parce que le mal, ça peut être l'acte que l'on commet, mais l'acte que l'on ne commet pas. Et donc, il faut quand même un peu respirer. Et je le dis, il faut le prendre, il faut l'acheter, il faut le lire, mais il faut respirer après. Il faut prendre le temps de respirer parce que ça met quand même pas... ça met mal à l'aise. Enfin, moi, je le dis comme je le pense. Mais après, ça invite à agir. Si l'obsession, c'est 2027, bah, ça invite à agir. Il faudrait presque écrire celui d'après. Et j'aime pas trop cette opposition qui serait trop facile, mais c'est quoi le moins mal ou le bien? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi le chemin différent? C'est un peu Smoking, No Smoking, ce fameux film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait des choix individuels et collectifs, et c'est ces choix-là qui évitent le pire, ou qui nous y emmènent. Et donc, moi, j'ai envie de poser la seule question qui m'a taraudé à la fin de cette lecture, c'est un roman ou c'est un essai sur ce qui pourrait se passer? Parce que si c'est un roman, il faut le prendre comme un roman. Il y en a eu d'autres dans cette période de fiction qui ont montré l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, etc. Celui-ci, il n'est pas exactement dans le même registre. Et donc, voilà, je pense qu'il faut, y compris pour nos amis ce soir qui ne l'auraient pas lu et qui vont bientôt le lire, peut-être, moi, ça m'intéresse quand même que tu le redéfinisses, parce que essai fiction, ça laisse
entre les deux. Je reste convaincu que c'est avant tout un roman. En tout cas, je l'écris comme tel. Et la liberté que j'ai eue dans ce roman, dans ce texte, pardon, dans cette écriture, elle est caractéristique de l'écriture d'un roman. Si j'avais voulu en faire un essai, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés à le penser, à le rédiger, à le composer. Et la liberté, justement la vitesse avec laquelle j'ai pu l'écrire, la vitesse dans le bon sens du terme, hein, parce que je crois que c'est une forme de fulgurance, c'est parce que j'avais cette liberté du romancier. Et en fait, le roman a aussi de particulièrement confortable, c'est que l'on peut se réfugier derrière l'imaginaire sans devoir assumer l'intégralité des propos. Alors, c'est moi qui l'écris, donc je suis bien sûr là pour assumer totalement le propos. C'est pas ce que je veux dire. Simplement, l'essai, on est ce qu'on écrit. C'est-à-dire que quand j'écris l'essai Où va-t-on, par exemple, cette somme de tribunes publiées dans la Tribune, j'assume pleinement chacun des angles, chacun des mots. Là, j'ai une forme, non pas de schizophrénie, et je répète, c'est peut-être une forme de lâcheté aussi d'ailleurs, de pouvoir m'abriter derrière l'objet du roman pour me dire, voilà, c'est assez confortable de ne pas avoir à assumer telle ou telle partie du livre. C'est pas impossible. Et aujourd'hui, donc je reste, moi, persuadé que c'est un roman, avant tout. Je peux réagir à ça? À qui vous ne m'avez rien demandé, mais pourquoi est-ce qu'il faut... Question très ouverte, mais qui est un peu une question, moi, qui me taraude beaucoup en ce moment. C'est pourquoi faut-il toujours classer dans des matrices et dans des cases? Et alors que l'époque est hybride, alors que c'est un moment un peu où tout, à peu près tout se symbiotise, le vrai, le faux... le virtuel, le réel, le public, le privé, le civil, le militaire. Il n'y a plus tellement de lignes de clivage. Ça devient vraiment symbiotique, au sens peut-être le plus, soit biologique, soit le plus toxique, psychanalytique du terme, peu importe, vous choisirez. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait choisir que ce soit un essai ou une fiction? Et c'est peut-être les deux à la fois, et peut-être que c'est très bien comme ça, et peut-être que c'est une forme de catharsis, sans doute, et peut-être aussi que c'est une anticipation, tout simplement. Absolument, je pense que c'est un... Pourquoi l'étiquette? Peut-être parce que il y a des choses dans le texte, si c'était un essai, moi je connais bien Denis depuis longtemps, je ne serais pas d'accord avec lui. Et comme c'est un roman, on n'a pas à être d'accord ou pas d'accord. C'est le roman qu'il a écrit. Et donc, comme on veut en faire un... Denis dit que c'est un objet de débat public et il nous a conviés pour en parler. Soit on rentre dedans et on se dit non, ça... On n'est pas d'accord. Soit on ne rentre pas dedans parce que c'est un roman et on n'a pas à rentrer dedans. Et c'est ça, c'est en ce sens-là. Et c'est pour ça que je l'interrogeais aussi sur c'est un objet de débat public. Je pense que des romans peuvent être des objets de débat public, évidemment. On en a connu plein dans l'histoire qui, à un moment donné, ont structuré des façons de penser, ont structuré des façons d'exercer des confrontations entre des opinions différentes. Et voilà. Et donc, juste, c'est parce que, dans la façon dont il dit des syndicalistes dans le livre... On sont tombés. Non, mais par exemple, où le côté une espèce de chemin inéluctable. Moi, j'aime bien. C'est tout ça. Ça dépend de ce que l'homme, la femme, l'homme avec un grand H en fera. La suite, les 3 années à venir. Il n'y a pas de prophétie autoréalisatrice. Ça n'existe pas dans les histoires collectives et individuelles. C'est ce qu'on va en faire. Et donc, c'est pour ça que faire d'un objet... Bah oui, c'est pas illogique de poser cette question quand on pense que cet essai-fiction, et désolé, est finalement un objet de débat, mais on ne débat pas de la même manière si c'est un essai ou si c'est une fiction. Il y a quand même sous forme romancée comment ça dérape. Et on voit bien...
plus comment on brouille les frontières, puisque, comme vous l'avez dit, à travers le jeu sur les noms, par exemple, ou le jeu sur certains faits. Et donc finalement, on est finalement dans cet entre-deux, mais je pense que on est plutôt du côté de « attention les amis ». Voilà, je vais vous raconter une histoire, mais une histoire qui peut arriver et on a les éléments, les différents ingrédients qui se mettent en place, donc quelque chose qui est totalement fictionnel et qui l'est très partiellement. Il y a 6 ou 7 ans, j'ai écrit une fiction dont le titre était « Le séisme », sous-titre « Marine Le Pen, présidente ». Et c'est sur cette expérience-là que je voudrais échanger un instant encore avec Denis, parce que c'est formidable, une fiction, parce que tout est possible. On est libre de ces personnages, mais c'était une fiction qui reposait en très grande partie sur des vrais personnages. Alors moi, je les nommais en plus. Donc, c'était une fiction avec du vrai. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette expérience, comme écrivain, enfin, c'est la seule fois où j'ai fait une fiction, c'est que je pouvais m'approprier le réel bien plus qu'en faisant un essai. Je dis peut-être mal, Denis, mais ce sentiment que je maîtrisais bien mieux la réflexion sur l'avenir en inventant ce qui allait pouvoir se passer qu'en ayant fait un essai de sociologie sur le rassemblement, à l'époque Front National, l'extrême droite, etc. Voilà. Donc il y a une sorte de jubilation à écrire sur ce registre et c'est pour ça que la question est intéressante, où la fiction se nourrit du réel. Et il faut bien, comment dirais-je, mettre tout ça ensemble. Et c'est totalement contradictoire et jubilatoire. Je sais pas si, jubilatoire, c'est vraiment le terme. Je ne sais pas si tu l'avais toi-même saisi, mais cette liberté, la liberté d'écrire une fiction, en fait, nous ouvre un champ des possibles considérable. Et de pouvoir traiter de sujets graves par le biais de la fiction. Alors c'est un peu ambivalent, là je reprends le terme, parce que c'est un petit peu particulier quand même, mais il y a ce côté effectivement jubilatoire, et on a l'impression parfois d'aller plus loin que si on était prisonnier dans la restriction de l'essayiste, parce que là on a quand même une certaine forme de limite dans ce qu'on écrit. Et en même temps, les personnages ont des destins auxquels tu peux peut-être ne pas échapper. Il y a une phrase très célèbre de Tolstoï qui dit « J'ai toujours su dès le début qu'Anna Karénine mourrait ». Bon, alors voilà, donc toi, tu sais dès le début que ton personnage va mourir. Absolument, je sais dès le début ce qui va se passer. En revanche, au début, le roman tient sur 6 pages. Et c'est effectivement ce développement, et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment magique. Hein. Je pense que tu l'as connu, tous les auteurs le connaissent, ce moment-là où la mécanique des doigts sur le clavier, en fait, ouvre des portes dans notre cerveau, et ce champ des possibles devient presque illimité. Et ça, c'est vraiment jubilatoire. Je suis d'accord. Avant d'aller boire un coup, on peut totalement se donner quelques minutes pour échanger avec la salle. S'il y a des gens qui ont lu et des commentaires à faire, ou des gens qui n'ont pas encore lu et des questions à poser, ils sont les bienvenus. Il n'y a pas de micro qui se balade, c'est moi qui vais du coup donner le mien. Bonsoir, Jean-Jacques Bedu. Je viens d'une ville qui souffre de 2 fléaux, la sécheresse et Louis Alliot. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, je suis à Perpignan, pardon. Voilà. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée très très récemment. J'ai organisé un prix littéraire au Mémorial de Rivesaltes, Mémorial qui est un lieu extrêmement symbolique où des républicains espagnols ont souffert, les Juifs ont été déportés, puis les Harkis. Et je remettais le prix à Histoire juive de la France, qui est un livre extraordinaire chez Albin Michel, que vous devez certainement tous connaître. Et j'ai, pour cette occasion, invité mon ami, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui a accepté, très symboliquement, de venir à cette occasion, ce qui est quand même extrêmement courageux de sa part. Tout s'est très très bien passé jusqu'à 2 jours de la manifestation où la préfecture nous a fait savoir qu'il y avait quand même un petit problème avec une agitation du côté d'un mouvement harki avec un fou furieux qui avait d'ailleurs qui était défavorablement connu des services de police pour avoir pris en otage le vice-président du Sénat à une certaine époque. Et jusqu'au dernier moment, la DGSI nous a fait presque savoir qu'il va falloir annuler l'événement. Le recteur n'est pas venu pour des raisons de sécurité. Hein. Voilà. Évidemment,
qui était derrière toute cette cabale? Le cabinet du maire. Voilà ce qu'est l'extrême droite. Les politiques ont tenu, on a tenu, il y a eu un monde fou. Carole Delga a mobilisé, donc la manifestation a été un énorme succès. Mais l'extrême droite a tenté de torpiller. Voilà. J'invite très prochainement à Perpignan Antonio Scurati pour ce livre extraordinaire, parce que c'est une trilogie, mais il y aura 5 tomes sur le fasciste, donc M. Mussolini. Je ne sais pas ce qu'ils vont me faire. Là, je m'attends encore au pire. Ma fille, qui a 21 ans, publie son premier livre, qui est un livre sur l'Algérie. On ne va pas le présenter à Perpignan à cause du cercle algérianiste. C'est trop dangereux. Bon, elle, ça ne lui fait pas peur. Moi, en tant que papa, quand même, je me dis attention. Cher Denis, vous êtes invité. On peut s'attendre à tout avec eux. C'est clair. Alors, comment on va lutter? On essaye, on fait ce qu'on peut. Michel, vous êtes invité très bientôt au Festival Nostremar, je crois. Au mois de juin, il me semble que vous êtes à nouveau invité à Perpignan, comme vous voulez. Voilà, donc nous essayons de lutter tant qu'on peut. C'est extrêmement difficile, je suis très pessimiste, je ne vous le cache pas. L'intelligence artificielle peut nous aider, et ça, je ne le cesse de le dire aux politiques, figurez-vous. Parce qu'il va falloir être très rapide à ce qu'ils vont écrire, ce qu'ils vont dire. Et je suis intimement convaincu que l'intelligence artificielle va nous permettre d'être extrêmement réactifs. Quand on envoie un missile, il faut avoir la contre-mesure qui arrive très rapidement derrière. Alors je suis pessimiste, pourquoi? Parce que je vois évoluer cette ville de Perpignan, j'entends certaines discussions. C'est absolument terrifiant. C'est terrifiant chez les jeunes. Les jeunes aujourd'hui, même dans les couches CSP+, c'est même pas Marine Le Pen, c'est pas Bardella, c'est Zemmour. Ils sont fans de Zemmour, donc c'est terrible. J'entends des conversations dans Perpignan que je n'entendais pas, et j'en resterai là, si ce n'est dire que on pense déjà, en définitive, je ne vais pas vous rassurer, au coup d'après, parce que oui, on est quasi dans un groupe là persuadé que de toute façon en 2027 on n'y échappera pas, mais maintenant il faut vraiment préparer le coup d'après. Voilà. Je remercie. Il y a aussi une jeunesse qui résiste, il y a aussi une jeunesse et des adultes qui sont déjà aussi dans le combat, dans la lutte, dans l'après. Il y a les auteurs, il y a les gens qui débattent, les gens qui écrivent, ceux qui dirigent les corps intermédiaires. Je pense, je me fais l'avocat du diable de mon propre livre, je pense qu'il faut continuer d'espérer. C'est pas simple, mais il faut absolument continuer d'espérer. Je sais pas ce qu'en pense Mathieu, toi qui es aussi en fait au cœur de ces questions-là, par les travaux que tu écris, par les prises de position que tu prends avec la Fondation Jean Jaurès, par exemple. Je disais tout à l'heure que le pire, c'était la résignation. C'était le moment où on observait une résignation qui l'emportait sur tout autre type de mobilisation, où on avait face à soi, ou le sentiment d'avoir face à soi, une société sans anticorps. Donc il est sûr que 3 ans, c'est très court, mais que précisément, 3 ans, c'est une incitation à agir. Je pense qu'il ne faut surtout pas acter ce scénario du pire, sinon on se retrouve dans ce que Laurent appelait la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'on a déjà acté avant la fin du match, et donc il y a effectivement, aujourd'hui comme jamais, une mobilisation à opérer, ça me semble évident. Il y a Pascal qui a le micro et une question. Oui, merci, bonsoir à tous. Juste une question rapide. Dès le premier chapitre, en fait, on voit que chez Alexandre, il y a une espèce d'insondable indifférence, d'absence vertigineuse d'empathie. Asma, tout à l'heure, se posait la question de savoir si nous étions tous Denis. Est-ce qu'en réalité, on n'est pas tous Alexandre ? Je pense que... Alors, je me suis beaucoup documenté pour parler pour mieux comprendre ce qu'est cette pathologie qu'on appelle la psychopathie. Il se trouve que c'est un gène et une combinaison de gènes dont nous sommes une grande partie de la population à posséder ce gène. Après, il ne se développe pas, fort heureusement. Ce qui lui permet de ne pas se développer, c'est la qualité de l'éducation, c'est la qualité du foyer familial, c'est la qualité des relations sociales, des relations humaines, des connaissances. C'est notre rempart. Et ça, c'était déterminant en fait dans le développement du livre. J'ai toujours été convaincu,
voilà, je veux dire très franchement, je suis bien né. C'est-à-dire, je suis bien né de parents aimants, dans une famille, enfin stable, ça ne veut rien dire, dans une famille en tout cas, avec beaucoup d'affection. Je suis très bien entouré familialement. C'est une chance inouïe. Et à un moment de ma vie où j'aurais pu basculer et où certains de mes amis ont basculé, ils avaient tous en commun de ne pas avoir ces fameux remparts auxquels je fais référence. Et peut-être que quand vous dites on est tous Denis ou on est tous Alexandre, je pense qu'effectivement, nous sommes peut-être davantage tous Alexandre que Denis. Et l'Alexandre du premier chapitre, comme l'Alexandre, bien sûr, qui va se développer après tout au long du livre. Merci pour votre remarque. Est-ce que quelqu'un Permettre, d'autre... si je peux me permettre, comme c'est un roman. Non, ben non, mais je ne crois pas qu'on soit tous Alexandre. Personnellement, je ne crois pas ça. Et je crois avoir croisé régulièrement tout un tas de gens qui, je pense qu'on a tous une part de mal, on pourrait philosopher. Mais je ne crois pas que la population soit massivement des Alexandres. C'est le côté, je sais que tu es un pessimiste, je suis un optimiste, et je ne crois pas qu'il faille conclure que c'est foutu pour 2027. Enfin, si cette soirée, elle leur a permis ça, alors là, pour le coup, tu auras frappé un grand coup. Si la conclusion, c'est qu'on est tous des salauds potentiels et qu'en 2027, l'extrême droite arrive, etc., ah bah, y a un truc qui va être assez sympa, hein, c'est que dans les mois et les années à venir, une part des gens que je connais qui sont ici, on va pouvoir être un peu plus tranquille. Ouais, c'est pour ça que je posais la question et je comprends qu'elle est dérangeante, mais soit c'est un sursaut à agir, et dans ce cas, il ne faut pas conclure sur ce type de conclusion, soit c'est la vision, et ça existe, la littérature en regorge aussi de romans extrêmement noirs qui suscitent à juste titre de l'inquiétude, etc., mais du coup qui est une forme d'annonce de l'apocalypse. Et là, du coup, c'est autre chose. Moi, je ne l'ai pas pris comme ça, personnellement. Si ça met un coup à l'estomac, c'est parce que c'est dit, bah, on se réveille ou on ne se réveille pas. Laurent, la fin du livre, c'est tout le contraire, justement. Bon, il ne faut pas la déflorer, hein, je ne veux pas la déflorer. Mais vraiment... Est-ce que vous avez vu de l'espoir dans la fin du livre? Ah ben non, racontez pas. Ah ben, je ne vais pas le raconter, mais je vais vous dire une chose. Si Denis s'identifie à quelqu'un, c'est pas du tout à Alexandre, c'est au personnage qui nous remue tant à la fin du livre. Voilà. C'est comme ça que je l'ai lu. Et j'ai trouvé que tu t'identifiais beaucoup à ce personnage, justement. C'est que c'était toi qui parlais. Peut-être, je sais pas. Je me tais là. Je me cache, justement. Est-ce que d'autres personnes dans la salle, la parole est totalement libre? Est-ce que monsieur l'éditeur, est-ce que Jean, tu veux dire quelque chose? Non? Un éditeur discret? Tu n'as rien à dire sur la menace pour 2027? Ah bah, je ne force pas. Non, mais il y a deux choses. Je ne commente pas les livres que j'édite. Hein. J'en ai édité à peu près 2 par semaine, donc je ne les édite pas tout seul et tout ça. Je ne les commente pas parce qu'il y a des raisons très différentes de publier un livre. Des fois, on publie un livre parce qu'on trouve qu'il est vraiment extrêmement créatif, puissant, qu'il a plein d'idées nouvelles. Des fois, ça s'inscrit dans une culture, une relation, une amitié. L'amitié, ça compte beaucoup dans la publication. Parfois, on trouve qu'il est très utile. Rarement, on pense qu'on va s'enrichir. Ça, c'est un créneau assez réduit. Mais bon. Donc, c'est pour ça qu'il y a des tas de raisons. Pour ça, je ne juge pas les livres que je publie. Et en plus, chez Denis, on a une relation ancienne. L'amitié a joué pour beaucoup. Donc, évidemment, on ne peut pas avoir un regard neutre sur un texte dans un contexte comme ça. Mais après, sur l'extrême droite, vous savez, c'est une question de position morale. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, en 2027, un lundi matin, va se demander ce qu'il a fait des 3 dernières années de sa vie. Et est-ce qu'il a été juste avec lui-même? Et en fonction de ça, Le Pen gagnera ou pas. Je veux dire, c'est pas écrit qu'elle va gagner. Le problème en ce moment, c'est qu'il n'y a pas d'autre perspective. On est dans un monde, il y a une seule direction. Les seuls qui ont l'air un peu amusants, c'est l'extrême droite. Ils séduisent la jeunesse, ils ont un nouveau candidat qui est quand même incroyable. Il ne dit jamais rien, il est hyper aimé.
L'autre jour, il y avait la réunion avec le président de la République, là, avec les chefs de parti à la maison de la Légion d'honneur. Tous les gens sont rentrés dans la salle, les jeunes filles étaient au balcon. Bardella est entré, toutes les filles sont descendues l'embrasser et faire des photos avec lui. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose d'autre. Donc la question qui nous est posée, ce n'est pas de dénoncer l'extrême droite, je pense que ça c'est assez facile encore, mais c'est de savoir si on a autre chose à proposer. Et si on est capable de le proposer ensemble. Et en ce moment, je pense que chacun n'agit pas en fonction de l'exigence morale qui devrait le porter. On est là à dire oui, mais lui il a fait ça, lui il n'a pas fait ça, etc. Si on va comme ça, ils vont gagner. Donc dites-vous, qu'est-ce que vous direz le lundi matin en 27 ? Est-ce que vous avez été à la hauteur ? Est-ce que vous avez fait ce qui est effectivement une exigence morale radicale pour qu'il ne gagne pas ? Et moi je pense que c'est la seule vraie question. Si le reste... s'il gagne, c'est qu'on n'a pas été à la hauteur de la situation. Et pour le moment, on ne l'est pas beaucoup. J'entends beaucoup de critiques entre les camps démocratiques et beaucoup moins de réflexions sur comment, au fond, donner aux Français le désir d'un monde qui avance. Et ça, j'entends pas grand-chose. Je rebondis, Jean. Je vous regarde, en fait, et bien sûr, il y a des visages que je connais, nombre de visages que je connais. Et ces visages que je connais... on en parlait un petit peu avec Asma aussi tout à l'heure. Tu me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais on peut faire beaucoup. Et je vois des visages et je sais ce qu'ils font au quotidien. Ils font de manière considérable. Je vois mon ami Naja Al-Boukaï, je lui ai consacré avec Nicolas, éditeur, une grande monographie l'an dernier. Naja, qui est un immense artiste, rescapé des geôles de Bachar al-Assad, et qui a ce qu'il fait, ce qu'il dessine, ce qu'il construit, c'est bien de la résistance. J'aperçois Jean-François Delfrécy, Jean-François, ensemble, on a commis ensemble, je lui ai consacré une biographie, un livre vraiment exceptionnel sur l'éthique. Comment se construire, comment se créer une colonne vertébrale et éthique, et c'est ce qui fait le lien avec ce que vient de dire Jean. Quand le lundi matin du 7, 8, 10 mai 2027, on se demandera ce qu'on a fait dans les 3 ans qui précédaient, c'est bien cette ligne conductrice éthique qui peut nous permettre, non seulement nous permettra d'y répondre à ce moment-là, mais surtout qui doit nous commander aujourd'hui de réfléchir à la manière de se conduire. On avait en commun, comme ami commun, Jean-François et moi, Axel Kahn. J'ai consacré un livre sur l'éthique avec Axel Kahn. Et je me souviens de ce qu'étaient les combats permanents d'Axel. Voilà, et plein de gens parmi nous aujourd'hui que je reconnais ici, je sais ce qu'ils font au quotidien. Et donc ça, ce sont des raisons d'espérer. Ce sont vraiment des raisons d'espérer et de se dire que, oui, il nous reste 3 ans. Et ce n'est pas seulement contre l'extrême droite qu'on doit lutter, ce n'est pas seulement ça, c'est un symptôme, l'extrême droite, le spectre Bardella, Le Pen ou Bardella, c'est un élément qui cristallise, mais les enjeux sont bien plus considérables. Les enjeux, c'est celui de résister, c'est celui de la fraternité, c'est celui de considérer la fragilité, c'est aussi d'être ambitieux, c'est aussi de construire. Je vois qu'est arrivé mon ami Jean-Christophe Tortora. Jean-Christophe, aujourd'hui, à la tête d'un groupe de médias, il construit aussi parce qu'il se sait responsable en tant que journaliste, en tant que média, de ce que nous devons construire pour être en rempart, pour être en riposte justement à ces dangers. Donc il y a aussi des raisons, franchement, d'espérer. Mais je rajouterai un mot, puisque j'ai gardé le micro, si tu veux. Biden a fait 92% à Washington. Biden a fait 92% aux dernières élections à Washington. C'est un peu la même situation à Paris. Tu sais, ce qui s'est révolté depuis 7 ans, c'est les gens qui travaillent avec leurs mains. C'est les paysans, c'est les gilets jaunes, c'est toutes ces populations. Nous, on n'y est pas. Et quand tu regardes l'extrême droite, elle a presque doublé son score chez les gens peu diplômés, dans la jeunesse peu diplômée. Donc le problème, c'est comment on peut agir sans, au fond, que notre arrogance écrase les milieux populaires. C'est ça qui se passe. Il ne faut pas rêver, je veux dire. Et si tu veux, c'est frappant de voir qu'on est gouverné, mais c'est vrai aussi pour la liste du PS, donc c'est pas particulièrement le gouvernement actuel, par des Parisiens hyper diplômés qui savent gérer, mais ils sont incapables de construire un mur. Et les gens qui construisent des murs se sentent méprisés. Et ça, c'est un sentiment tellement profond que c'est compliqué pour nous d'en sortir. Parce que même notre bonne volonté fait que de toute façon, dès qu'on s'exprime, on est du côté du mépris. Et en ce moment, c'est ça qui se passe dans la grande démocratie. Buvons un coup.
Merci à vous tous. Et maintenant, je vous invite à nous rejoindre au bar.